Chapitre 3. Bambaïtin. Le campement a été très gai ce soir-là. Il a d'abord fallu libérer notre ami l'aigle royal, qui n'avait plus l'air royal du tout en sortant de sa malle. « Me faire ça, à moi ?» semblait-il dire en claudiquant. Puis il s'est souvenu qu'il savait aussi voler, et il a disparu sans demander son reste. Par bonheur, il n'avait pas trop entamé les provisions. L'enfermement lui avait sans doute coupé l'appétit. Nous nous sommes installés près d'un torrent dans lequel Grégoire a réussi à capturer plusieurs gros poissons. Quel délice de les savourer grillés sur le feu de bois. Je me rappelle aussi m'être baignée sous une cascade d'eau glacée. J'en criais de plaisir et de saisissement. Après le repas, Yorim, qui avait bu un petit coup d'eau-de-vie, a chanté de vieilles chansons que je ne connaissais pas. Il y était question de chevaux, d'auberges et de filles. Certains passages le faisaient beaucoup rire, et cela nous faisait rire de l'entendre rire. Nous sommes restés devant le feu jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Avant d'aller dormir, j'ai tout de même rappelé à Grégoire sa promesse. Maintenant que nous avons passé la montagne, tu dois m'expliquer. Qu'allez-vous faire à Bambaïtan ? Si j'avais su à cet instant-là, Tomek, tout ce que Grégoire allait me révéler, je me serais bien gardée de l'interroger. Seulement voilà, je suis curieuse, et le mystère commençait à m'agacer. Bientôt, a-t-il bâillé un peu embarrassé. Tu le sauras bientôt. D'ailleurs, qui te dit que nous avons passé la montagne ? Il avait raison, et il nous a fallu 3 jours encore avant d'atteindre le col le plus élevé et d'amorcer la descente. J'avais le sentiment que Grégoire m'évitait, qu'il redoutait ce moment où il faudrait qu'il me parle. J'ai décidé d'attendre, de ne plus rien lui demander. Et un jour, tandis que les chevaux cheminaient au pas dans la chaleur de l'après-midi, il est venu s'asseoir en face de moi, sur la banquette de cuir. Le moment était venu, j'allais enfin savoir. « Bien, a-t-il commencé. Le mieux, c'est que tu me poses tes questions. J'y répondrai cette fois. Je t'écoute. » Je pressentais que Grégoire allait me dire des choses graves. J'ai respiré une bonne fois et je me suis jetée à l'eau. Qu'allez-vous faire à Bambaïtan ? Qui, vous ? Yorim ou moi ? Commençons par toi. Moi, j'accompagne Yorim. Et Yorim ? Grégoire m'a regardé dans les yeux, puis il a souri, l'air désolé. Yorim va à Bambaïtan pour y mourir. Je suis restée pétrifiée. Mais pourquoi ? Parce qu'il y est né, voici 100 ans, et qu'il a décidé d'y mourir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Là-bas, il n'y a rien, ni personne. Le désert. Il m'a semblé tout à coup que le bruit des roues sur le chemin, que le pas des chevaux résonnait dans ma tête. En quelques secondes, tout est devenu comme irréel. Les morceaux de ciel dans l'encadrement des fenêtres de la diligence, la fine poussière qui dansait au soleil. Il n'a pas de famille et c'est son dernier vœu, a continué Grégoire. Il aurait pu y aller tout seul, malgré son grand âge. Tu as vu comme il est alerte ? Mais il ne veut pas laisser les chevaux seuls là-bas. Ils n'ont pas choisi d'y mourir. Et pour Yorim, les chevaux valent bien certains hommes, tu sais. Mon travail est de les ramener. Tu as d'autres questions ? Il m'a fallu peu de temps pour rassembler mes esprits. Oui, j'ai d'autres questions. Celle-ci par exemple. Pourquoi m'avez-vous emmené ? Nous t'avons emmené parce que... Tu voulais venir, non ? Grégoire, ne me raconte pas d'histoire. Tu as promis de me dire la vérité. Tu as raison. Nous t'avons emmené pour que je ne sois pas seule au retour. À cet instant, j'aurais pu éclater de rire si tout n'avait pas été aussi terrible. Je lui ai lancé au bord des larmes. Pour que tu sois pas seule au retour ? Mais Grégoire, je suis une fille et j'ai 12 ans. Je ne connais rien aux chevaux. C'est à peine si je distingue la tête de la queue. À quoi pourrais-je te servir ? Bien sûr, pardonne-nous, a-t-il bredouillé en tripotant ses doigts. Seulement tu dois savoir que, toutes les nuits depuis plus d'1 an, Yorim et moi attendions qu'un voyageur nous dise ce que tu nous as dit, et l'autre nuit, ce que tu nous as dit l'autre nuit, je veux aller à Bambaïtan. Tu veux me faire croire que depuis 1 an, vous attendiez sur la place Yorim et toi toutes les nuits ? C'est exactement ça. Ça te paraît incroyable, n'est-ce pas ? Au petit matin, toutes les diligences avaient quitté la place. Chaque fois, il ne restait que la nôtre,
et nous rentrions tristement chez nous. Cela a duré une année entière. J'ai fini par être persuadée que nous ne trouverions jamais personne. Alors, j'en ai fait une plaisanterie, et pour me distraire, j'interpellai les gens. « Vous allez à Bambaïtin, monsieur ? C'est à Bambaïtin que vous allez, jeune homme ?» Tous riaient de cette bonne blague, jusqu'à ce que tu arrives, toi, avec ton petit sac de toile, et que tu me répondes avec ce sérieux incroyable. « C'est ça, je vais à Bambaïtin. » Tu avais l'air tellement farouche et déterminé, nous avons hésité. Je t'avoue que je ne t'aurais pas emmené si j'avais décidé seule. Je te trouvais trop jeune et trop frêle. Mais Yorim t'a observé longuement, tu te rappelles ? Et il a conclu. Elle sera très bien. Je le vois dans son œil. Dans mon œil ? Oui. Pourquoi ne pas avoir demandé à quelqu'un d'autre ? À un de tes amis peut-être ? Non, il ne fallait à aucun prix que quelqu'un d'autre le sache. C'était un secret entre Yorim et moi. On nous aurait empêchés de partir. Réfléchis un peu, un centenaire et un garçon de 16 ans. Tu vois bien que ce n'était pas un projet raisonnable. J'ai souri. En matière de projet raisonnable, je faisais aussi bien qu'eux, non ? En quelque sorte, on s'était reconnus tous les trois. Pardon de t'avoir caché la vérité jusqu'à ce jour, Anna, s'est excusé Grégoire, mais je ne voulais pas te gâcher le voyage. Et moi, Grégoire, ai-je pensé aussitôt, je pourrais en 3 mots te gâcher ce qui reste du tien. Il suffirait que je te dise aussi la vérité. Tu rentreras tout seul de Bambaïtin, car moi je continuerai vers le sud. Mais je n'ai pas eu le cœur de lui asséner cette vérité à ce moment-là, et je me suis contentée de murmurer « Merci de ta délicatesse ». Nous nous sommes tus de longues minutes, le temps qu'il fallait pour nous remettre de nos émotions. Puis, sans que je lui pose la moindre question, Grégoire a commencé à raconter. Yorim était donc né à Bambaïtin, 100 ans plus tôt. À cette époque, c'était une cité prospère où il faisait sûrement bon vivre. En tout cas, les gens du Nord y descendaient souvent, autant pour le commerce que pour le plaisir. Et les diligences se comptaient par dizaines. Elles rivalisaient de vitesse et de beauté, mais la plus élégante de toutes, d'après Grégoire, la plus rapide et la plus confortable avec ses beaux sièges de cuir rouge et ses dossiers capitonnés, s'appelait l'Hirondelle. Et elles appartenaient à Yorim, bien sûr. Tu regarderas sur la malle arrière, a indiqué Grégoire, les lettres sont effacées mais on arrive encore à les lire. L'Hirondelle était tenue par 4 chevaux au lieu de 2. 4 chevaux fougueux que Yorim faisait cavaler à bride abattue et qu'il changeait pour 4 autres à chaque relais. Je sais, ai-je dit rêveusement, je les ai vus en songe. Cette belle époque a duré longtemps. Yorim a eu comme équipier l'arrière-grand-père de Grégoire, qui était lui-même un enfant au début, puis son grand-père. C'est alors que s'est produit le grand effondrement. La route du défilé a été condamnée. Les habitants de Bambaïtin se sont trouvés tellement isolés qu'ils ont commencé à quitter la ville les uns après les autres pour rejoindre le nord. Ils empruntaient la route du ciel, qui était en meilleur état qu'aujourd'hui. Puis, le désert a gagné. L'eau est venue à manquer, si bien que les plus entêtés eux-mêmes ont fini par partir. Alors un grand silence est tombé sur Bambaïtin. Elle est devenue une ville de poussière, de sable et de vent. Tandis que Grégoire parlait, le paysage s'ouvrait peu à peu devant nous. Il me semblait qu'une immense plaine s'étendait là, dans les ocres et les ors, mais une brume scintillante empêchait de voir le lointain. « Nous serons bientôt à Bambaïtin ?» ai-je demandé à Grégoire. « J'ai peur que oui, » m'a-t-il répondu tristement. Désormais, plus rien n'avait le même goût qu'avant. Nous avions tous les deux le cœur lourd. Yorim, lui, sifflotait joyeusement à l'avant de son hirondelle. Le soir, au campement, j'ai observé le vieil homme à la dérobée. J'aurais bien aimé lui parler, mais je n'osais pas. Pourquoi Yorim ne me parle-t-il jamais, Grégoire ? Yorim ne parle jamais aux passagers, encore moins aux passagères. C'est la règle, mais il t'aime bien tout de même. Il te l'a dit ? Il me l'a dit. Après le repas du soir, nous ne nous sommes pas attardés. Mais pendant la nuit, j'entendais la diligence. Mais pendant la nuit, j'entendais Grégoire qui se tournait et se retournait sous la diligence. « Si tu ne peux pas dormir, mon garçon,
me suis-je dit. Autant que tu saches pourquoi. J'ai enfilé mes vêtements et je suis sortie dans la nuit. 1 minute plus tard, il m'avait rejointe. Ça ne va pas? Ça va très bien. Je voulais seulement te confier un secret à mon tour. La lune éclairait la crête de la montagne derrière nous. Nous avons fait quelques pas dans la rocaille et nous nous sommes assis. Yorim ronflait paisiblement. Grégoire, ai-je commencé, je ne rentrerai pas avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que nous ne ferons pas le voyage du retour ensemble comme tu le pensais. J'ai lu la panique dans ses yeux. Non, non, je n'ai pas l'intention de mourir là-bas avec Yorim. J'adore la vie, moi. Je veux juste continuer vers le sud. Sa panique s'est changée en stupeur. Vers le sud? Mais il n'y a plus rien au sud, c'est le désert. Je sais. J'irai de l'autre côté du désert. Comme il ne comprenait rien à rien, je lui ai parlé de ma petite passerine malade, de la rivière Gjar qui coule à l'envers et dont l'eau empêche de mourir. Grégoire m'a écouté bouche bée, puis, quand j'ai eu fini, il a pris sa tête entre ses mains et il a gémi sur un ton pitoyable. Mon Dieu! Oh mon Dieu, je suis partie avec 2 fous! Notre voyage à 3 ans s'est achevé le lendemain. Notre voyage à 3 s'est achevé le lendemain, vers la fin de l'après-midi. Le chemin allait en pente douce, et au détour d'un virage, la diligence s'est arrêtée. J'ai patienté 1 minute ou 2, et voyant que rien ne se passait, j'ai rejoint mes 2 compagnons à l'avant. Ils se tenaient devant les chevaux, immobiles. Regarde, a murmuré Grégoire. Bambaïtan, a ajouté Yorim avec une immense fierté. Fier, il pouvait l'être. Comment imaginer une ville aussi belle, aussi calme? Le soleil rasant la baignait d'une lumière dorée. Pas un souffle de vent, pas un bruit. Juste le labyrinthe des rues étroites et désertes et les murs effondrés des maisons. Le sable avait jeté sur tout cela une poudre étincelante. Bambaïtan dormait à nos pieds, miroitante, superbe, mais oubliée de tous. Qui d'autre que nous l'avait regardé depuis 50 ans? Quels autres yeux que les nôtres? Nous y sommes descendus et nous avons parcouru sans hâte les ruelles silencieuses. Parfois Yorim tendait son bras sur la droite ou sur la gauche. La forge, c'était la forge. Et là, l'école. Ici, mon père a travaillé au tapis. À cet endroit, je suis tombée du mur et je me suis cassé le bras. Non, pas là. Là. Pour Grégoire et moi, tout se ressemblait. Nous ne distinguions que des murs écroulés et du sable. Imaginer le vieux Yorim en culotte courte en train de poursuivre d'autres galopins dans ces rues pleines de monde était bien difficile. Et plutôt drôle. Au bout d'une heure de cette étrange promenade, nous sommes enfin arrivés à l'autre bout de la ville. Au-delà commençait le désert. C'est là, a murmuré Yorim. Et il s'est immobilisé devant une maison sans toit, mais qui avait conservé sa porte de bois et ses fenêtres. C'est là, c'était chez moi. Nous y sommes entrés. Il ne restait plus rien, bien sûr. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la dernière fois dans l'hirondelle. Grégoire a couché dessous, comme à son habitude. Yorim a préféré rester dans la maison. Nous nous sommes réveillés dès le petit matin. C'était étrange de savoir que nous allions nous séparer. Je ne parvenais pas à y croire. Tout s'est passé comme les autres jours. J'ai aidé Grégoire à préparer le petit déjeuner, puis il a attelé les chevaux, chargé la diligence. Nous nous taisions. Aucun de nous n'osait dire un seul mot. Pour finir, Grégoire est allé dénicher un vieux fauteuil dans les décombres d'une maison voisine et il l'a installé devant celle de Yorim. « Vous serez bien ici. »« Je te remercie, mon garçon. Apporte-moi mes bouteilles. » Grégoire est allé à la malle et il a rapporté plusieurs bouteilles d'eau-de-vie. « Je vous les mets là ?»« C'est ça, mon garçon. Mets-les ici, tout près du fauteuil. »« Je vous laisse quelques provisions aussi, tout de même. Si ça te fait plaisir, mais je ne mangerai pas. » « Un gros morceau de pain de seigle, vous l'aimez bien ?» Je les écoutais, les regardais, et je me sentais de trop. Tous deux avaient dû penser à cet instant depuis le départ. Maintenant, ils étaient en train de le vivre, et ils faisaient de leur mieux pour qu'il soit réussi.
Je trouvais Grégoire très courageux quand il a disparu derrière la diligence. J'ai voulu aller le lui dire. Je n'aurais pas dû. Le malheureux pleurait à gros bouillons. Il s'est vite repris. Puisque je ne peux plus rien faire pour lui, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, Anna ? J'ai attendu un peu, le temps qu'il s'essuie le visage et se mouche, puis je l'ai seulement prié de passer chez mes parents adoptifs une fois qu'ils seraient de retour dans notre ville. Et que veux-tu que je leur dise ? Tu les embrasseras bien de ma part, la petite Oda surtout. Tu leur demanderas de me pardonner. Tu leur diras que je reviendrai dès que possible, et aussi que je vais bien, que mon voyage est confortable, un peu ennuyeux même. Grégoire a souri. Menteuse. Au fait, ai-je ajouté, as-tu parlé à Yorim pour moi ? Oui, il sait. Et qu'a-t-il pensé de mon projet ? Que ça ne l'étonnait pas, que ça se voyait dans ton œil. Et il m'a donné ça pour toi, tu en auras besoin. C'était une petite boussole dans un étui de cuir noir. Je l'ai mise dans ma poche. Il a dit aussi qu'en marchant droit vers le sud, à l'époque, on trouvait une oasis, presque chaque soir. À l'époque ? Presque ? C'est ça. Le vieil homme s'était déjà assis dans le fauteuil. Nous l'avons rejoint et nous nous sommes tous embrassés, très simplement, sans démonstration. Puis Grégoire est monté sur la diligence et a donné aux chevaux l'ordre de partir. Moi, j'ai pris ma couverture, mon sac, comme au premier jour, et j'ai marché vers le sud. Après une centaine de mètres, je me suis retournée. Nous formions un joli triangle à nous trois. Là-bas, tout petit, devant la montagne immense, le brave Grégoire cheminant seul vers la vertigineuse route du ciel. Ici, sur son fauteuil branlant et sa bouteille à la main, le vieil homme qui allait mourir. Et moi, enfin, toute menue, dans cet espace immense. Chacun de nous trois devait juger que les deux autres étaient davantage à plaindre que lui-même, et chacun de nous trois trouvait sans doute, dans cette pensée, le courage qui lui était nécessaire.